Alors maintenant on va voir le documentaire, ça n'est que l'annonce, mais on voit bien que ça va être une hagiographie très complaisante, très mielleuse, qui va nous présenter un homme qui est plus proche du dieu que de l'homme normal. On le voit bien avec cette bande-annonce. Are you ready? Take two. Individually and globally, we are obviously living in a state of emergency, one of which most of us have not experienced in our lifetime. I must admit it took me time to accept and process and modify my own lifestyle so that I could protect the lives of my family, myself, and the rest of the human race. I cannot express enough the importance of people taking this virus seriously. It has now taken the lives of friends and people that I know and love, and I now feel more inspired than ever to do everything I can to make a difference for our global community. I have decided to join forces with Bill Gates and the Gates Foundation by making a contribution to their Therapeutics Accelerator program to reach our goal as soon as possible, which is to stop the impact of COVID-19. I have enormous respect for Bill Gates and the work he has done all his life. He warned us of a global pandemic in 2015, and I wish to God we had listened. It's not too late, and if we all start seriously taking a consistent approach to shutting this virus down, we will end this pandemic sooner rather than later. Hopefully we will be able to develop therapies with the Accelerator program that the Gates Foundation has started. Please, if you're in a position to help, I encourage all of you to donate to the Gates Foundation Therapeutics Accelerator program as soon as possible. I know many of you. Dernière question, Jean-Baptiste Djebari. Il est possible de connaître les flux de déplacement des Français. Comment les billets, les passes Navigo, par exemple. À quoi pourrait servir l'application Stop Covid, franchement? We have never seen a Silicon Valley product launch quite like the one on Friday. The CEOs of Apple and Google released this joint logo signifying their combined effort to combat the coronavirus. Next month, each company plans to roll out technology on their operating systems that can notify someone if they've been in contact with a person who's tested positive for COVID-19. It is called contact tracing. Hey everybody, we're back with Bill Gates from the Bill and Melinda Gates Foundation. Progress takes time, and the social isolation is buying researchers time to find the answers that we need. Avec des journalistes qui étaient spécialisés, etc., et qui continuaient en fait à présenter Bill Gates comme si c'était vraiment un exemple de générosité. Il est d'ailleurs devenu en fait une sorte d'étalon de mesure de ce que c'est que la grande générosité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de philanthropie, de mécénat, on dit « Ah oui, c'est comme Bill Gates qui donne tellement, etc. » Est-ce qu'on pourra l'arrêter un jour ? J'espère. J'espère, mais je pense qu'il profite d'une sorte de vide juridique. C'est-à-dire que quand vous avez une fondation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui ne le seraient pas si le budget était soumis à d'autres institutions et davantage en tout cas aux citoyens. Donc c'est vraiment à nous, en tout cas, de nous protéger de lui, quoi. La Fondation Gates couvre des domaines très vastes, tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais alors, sous couvert de philanthropie, c'est ce que vous révélez dans le livre, en fait, sa fondation, elle aide surtout des grands groupes à conquérir des marchés comme Coca-Cola, par exemple. Oui, c'est ça qui est vraiment... plus on s'enfonce dans cette affaire, plus on va loin, en fait, dans les vérifications, l'observation, l'analyse de ce grand mécano qui a plusieurs étages, on le comprend maintenant, plus on s'aperçoit que, décidément, tout est effectivement dédié aux grandes entreprises et multinationales. Greg, thank you for coming. Eric, good to be here. Greg Fleming is running Rockefeller Capital Management. Some of you here may know him from his former lives running wealth management at Morgan Stanley.
He was the head of the investment bank at Merrill Lynch. He took BlackRock public once upon a time. So Greg has seen a great deal, and he brings, yes, I think it's fair to say, a unique perspective. Thank you, Eric. And we're interested to know a little bit more, Greg, about exactly what you're doing at Rockefeller and how things are going. Good to see you again. At Rockefeller, we're focused on high-end wealth management primarily, but in a unique model. So our family office is Rockefeller Global Family Office, which goes all the way back to 1882, when it was originally the family office of the founder of the Rockefeller family, the first generation, John Rockefeller Sr. Il est 7h50, Ali Badou, votre invité ce matin est le futur directeur de Bank of America, Merrill Lynch en France. Et c'est la dernière ligne d'un CV impressionnant. C'est un homme discret, un homme de l'ombre qu'on reçoit ce matin, de ces personnes qu'on n'entend pas ou alors très rarement dans les médias. Banquier d'affaires de la nouvelle génération, architecte de l'empire télécom de Patrick Drahi et fin connaisseur des médias, ami d'Emmanuel Macron. Il était à ses côtés dès le début et avant même le début de sa conquête du pouvoir. Bonjour Bernard Mourad. Bonjour Ali Badou. Et merci d'être au micro de France Inter. La présentation est un peu longue, mais vous avez une vie déjà pas mal remplie, je crois. Oui, enfin, pour mon âge, sans doute. 43 ans. Voilà, oui, on ne se résume pas à un seul job, on ne se résume pas à une seule passion, et j'ai essayé d'épanouir mes diverses passions à travers les dernières années. Votre parole est rare, exceptionnelle même. Vous avez encore 15 jours de liberté de parole, puisque une fois que vous aurez pris la tête de Bank of America, Merrill Lynch en France, vous allez devoir être beaucoup plus réservé. Loopsider, le pitch, c'est simplement de créer le premier grand média européen, 100% vidéo, 100% premium, 100% viral et 100% réseaux sociaux. L'idée vient de 3 personnes, Giuseppe De Martino, l'ancien patron de Dailymotion, Johan Hufnagel, l'ancien patron de la rédaction de Libération, et Arnaud Maillard, l'ancien patron du numérique de Discovery, qui sont venus me solliciter, et j'ai été très enthousiasmé par le projet, et j'ai décidé de le financer dans sa majorité au premier tour, et de prendre la présidence du groupe. Moi, j'ai eu la chance de travailler beaucoup auprès de Patrick Drahi, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui continue de m'inspirer au quotidien dans ce que je fais. Et je pense qu'il y a un vrai espace pour créer un média qui s'adresse aux millennials, à un public qui va beaucoup moins vers la presse papier et vers les médias audiovisuels classiques, et que j'espère qu'on fera un média intelligent pour cette population et qu'on leur apprendra des choses tous les jours à travers ces courtes vidéos. Millennial generation is the biggest cohort that has ever come through the United States. So there are approximately 78 million millennials. And millennials, by definition, were born between 1982 and 1999. So one of the things that we recognize at Morgan Stanley is that this generation is different than every generation that's come before. And I'm raising a few of them, so I know that firsthand. But this is the generation that really grew up with technology and is very, very comfortable with technology, and in fact, probably... I want to welcome our special guests, Stephen Curry and Kevin Hart. Ce qui se passe à l'intérieur de la société ne fuite presque jamais. Suivant l'adage, discrétion est mère de confiance. Mais qu'est-ce que BlackRock a de plus que les autres ? La réponse se trouve à 1300 km au nord de San Francisco, près de la frontière américano-canadienne.
Wenatchee est une petite ville de 30 000 habitants. Le climat y est propice à la culture des fruits. Wenatchee s'est autoproclamée capitale mondiale de la pomme. Mais sa principale source de revenus provient d'ailleurs. Microsoft, Yahoo et d'autres y sont implantés car le barrage de Rocky Ridge leur fournit de l'électricité relativement bon marché. Exception faite des vergers, c'est assez désert. Et au milieu de ces pommeraies se trouve aussi BlackRock. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. La gestion de placement est grandement tributaire de l'information et elle utilise donc bien plus de données que d'autres secteurs. Pas seulement les chiffres du PIB, du chômage ou du cours de la bourse, mais aussi les images satellites, les données de cartes bancaires, etc. Toutes ces empreintes numériques que nous laissons dans l'économie numérique, les gestionnaires d'actifs s'en emparent et les anonymisent au maximum avant de les utiliser pour réaliser des transactions et surveiller les risques. Et dans ce domaine, Larry Fink a une longueur d'avance. Le moindre mouvement boursier, la déclaration la plus anecdotique d'un ministre, tout est enregistré par les ordinateurs de BlackRock. La popularité des actions sur les réseaux sociaux sert également à évaluer la valeur des placements. Et tout cela sans intervention humaine. BlackRock a développé son propre programme d'analyse surnommé Aladdin. Une intelligence artificielle qui prend de nombreuses décisions toute seule. C'est évidemment le système qui est à la base de la gestion de risque, qui est la spécialité de BlackRock et qui permet effectivement de faire ce type d'investissement avec des coûts faibles. Eh génie, fais-moi prince. Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non, non. Vous n'auriez pas vu mon palais? Tu as l'air d'un prince, en apparence. Dans le conte, le garçon des rues, Aladdin, avec un seul dé, s'enrichit avec l'aide d'un génie. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladdin avec 2 dés qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Prenons un exemple. BlackRock veut savoir si cela vaut la peine d'accorder des prêts immobiliers dans une région donnée. Aladdin remarque que ces derniers temps, beaucoup de crédits de ce type y ont été résiliés prématurément. Dans la masse des données, il découvre une constante. La région compte une proportion importante de cadres d'une grande société informatique. Le problème, c'est qu'ils sont souvent mutés. Alors BlackRock dit, sachant cela, nous n'allons pas investir dans des hypothèques ici, parce que si les gens déménagent souvent, elles nous reviendront quasiment à chaque fois. Aladdin dissuade donc les clients de BlackRock d'accorder hâtivement des prêts immobiliers dans ce genre de région. Car si les cadres déménagent régulièrement et résilient souvent leurs prêts, ils paient finalement moins d'intérêt que ce qui était prévu au départ. Solution proposée, augmenter les taux des prêts immobiliers dans les environs des grandes sociétés informatiques. Mais Aladdin rapporte encore plus d'argent à BlackRock dans bien d'autres secteurs. Quelles sont les entreprises à suivre? Lesquelles sont surévaluées ou présentent des risques? Quels sont les projets des politiques? Où émergera la prochaine crise? Aladdin en sait davantage que n'importe qui. Et pour faire appel à ses pouvoirs magiques, il suffit d'y mettre le prix. BlackRock conditionne les informations qu'elle collecte en fonction des besoins et les revend à de très grosses entreprises qui pourront ainsi gérer leurs propres actifs. En fait, Aladdin est une plateforme de gestion des risques. Aladdin est la clé de tout.
BlackRock vantait déjà son pouvoir dans une vidéo promotionnelle en 2013. La banque de données y est ouvertement présentée comme un outil presque omniscient. I'm smarter than any algorithm. More powerful than any processor. Because I am Aladdin. Because I am Aladdin. A new kind of intelligence. For a new world of investing. Inzwischen laufen über Aladdin. Aujourd'hui, Aladdin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme qui, quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladdin. Le philanthrocapitalisme met au centre de son fonctionnement les grandes entreprises, les multinationales, et surtout des méthodes capitalistiques et commerciales. Et donc, si la philanthropie vient alimenter le commerce qui les rend riches, eux, en tant que journaliste, on doit en fait simplement, je crois, analyser les faits. Et les faits, c'est que entre 2011 et 2019, eh bien, la fortune de Bill Gates, elle est passée de 56 milliards à 96 milliards d'euros. Donc elle a augmenté de 40 milliards d'euros en 8 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il est en train vraiment de se dépouiller au profit des pauvres. Alors comment il fait pour à la fois accroître sa fortune dans de telles proportions qui sont vraiment astronomiques et en même temps faire croire qu'il est généreux dans le monde entier, que c'est l'homme le plus généreux? Ben, en fait, c'est un système de placement. À la fondation est adossé un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement place de l'argent. Et ce ne sont que les dividendes de ces placements qui vont ensuite alimenter la fondation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais là, où investit le trust de la fondation Bill et Melinda Gates? Il investit dans l'armement, et notamment un fleuron de l'armement britannique qui s'appelle BAE Systems, beaucoup dans les énergies fossiles. Il faut savoir que ce fonds investit dans 35 des 200 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre. Bon, les laboratoires pharmaceutiques, les OGM, Monsanto bien sûr, et la malbouffe avec Coca-Cola, McDo, etc. Est-ce que vraiment investir dans ces sociétés-là, les encourager, leur donner les moyens de se développer, je pense par exemple aux énergies fossiles, est-ce que c'est vraiment un acte de philanthropie? Est-ce que vraiment on va arriver à se sortir d'affaires avec ce genre de comportement? C'est pas sûr. Et ça implique des conflits d'intérêts à grande échelle et à petite échelle. Mais commençons effectivement par la petite échelle. En fait, souvent on constate que les entreprises qui sont dans les placements du trust de la fondation Bill et Melinda Gates, donc qui reçoivent les investissements de la fondation, font également partie en fait des bénéficiaires des dons. Donc là, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à une entreprise qui va vous en rapporter. Moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle de la générosité. On a plusieurs cas où on peut vraiment vérifier ça sans problème, et notamment Coca-Cola, qui effectivement a eu en 2014 538 millions d'euros de placement du trust de la fondation Gates, et qui par ailleurs profitait de programmes destinés à former 50 000 agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver des fruits de la passion. Donc ça se passait au Kenya. Bon, pour Monsanto, c'est le conflit d'intérêts encore plus énorme, à tel point qu'un ancien haut responsable de Monsanto, Rob Horsch, fait partie de l'équipe de la fondation aujourd'hui. Donc la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique, c'est vraiment le cheval de Troie en fait des OGM et de Monsanto. Donc effectivement, donner à de grandes entreprises comme Monsanto, Coca-Cola ou McDonald's, c'est pas sûr que ce soit vraiment une méthode qui nous fasse changer de paradigme et arriver à une vraie solution, quoi. Oui, et surtout, en plus, la fondation, elle aide surtout des ONG dont le siège est basé aux États-Unis. Elle n'aide pas les ONG qui sont dans les pays en Afrique. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est un constat qui a été dressé par une revue scientifique britannique, The Lancet, qui, en fait, s'est aperçu de deux choses. Donc,
ils sont plus axés sur la santé. Mais ils se sont aperçus que la fondation Bill et Melinda Gates, qui donnait une image d'être très proche de l'Afrique, donc on voit souvent Bill Gates et sa femme avec les Africains, etc. En fait, ils n'ont pas confiance du tout dans ce qui se passe en Afrique et dans les Africains eux-mêmes et dans les populations qu'ils aident de manière générale. Et ils préfèrent en fait que leur argent passe par des pays riches. Et en réalité, seuls 5% de l'argent qu'ils donnent arrive sur place. Les conséquences de ça, en fait, c'est que ces Africains dans lesquels il n'a pas confiance du tout, et auxquels il prétend en fait apporter des solutions venues du haut sans trop leur demander leur avis, ne peuvent pas développer leurs infrastructures de recherche, de soins, etc. Et ils sont en fait obligés d'accepter les missions qui viennent soit de grandes agences de l'ONU, soit effectivement de grosses ONG, quoi. Chers amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens de partager une très courte capsule du docteur Jérôme Mouniangui avec vous concernant le cheval de Troie qu'est l'Asie et l'Inde en Afrique. Chers frères, chers sœurs, peuple africain, les afro-descendants et tous les amis de l'Afrique. Une fois de plus, le noir est humilié par les Chinois. Mais moi, je viens parler au nom de tous ceux qui ne peuvent plus parler, les morts, les décédés. Nous avons un carnage sur le continent africain, organisé, orchestré par la Chine et l'Inde, entre 500 000 et 1 million d'Africains qui décèdent suite à la prise de faux médicaments ou traités par de faux médicaments. Les faux vaccins des Chinois, les faux médicaments antipallidaires, les anti-inflammatoires, les antidiabétiques, toutes les maladies, les anticancéreux, toutes les maladies confondues, nous avons de faux médicaments. Nous avons les faux outils sur le continent africain pour lutter contre les maladies. Mais pour lutter contre tout ça, nous avons un carnage organisé, crime organisé par la Chine et l'Inde. Oui, nous allons chasser les Chinois et les Indiens sur le continent africain, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Vous savez que notre santé, la santé des Africains, 98% même, je peux dire 99% de médicaments sur le continent africain, l'Afrique subsaharienne par exemple, ces médicaments-là viennent de l'Inde et de Chine. Mais ces médicaments ne sont pas de vrais médicaments. Les gens qui suivent les réseaux sociaux, vous voyez un peu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe au Bénin, ce qui se passe au Cameroun, Togo, sur tout le continent africain. Pour mettre fin à cela, nos chercheurs africains, l'équipe que nous sommes en train de construire, qui est déjà construite, et nous sommes en train de vous attendre, vous, c'est pourquoi nous allons vous appeler. Vous êtes informaticien, vous êtes juriste, vous êtes toutes compétences confondues. C'est le moment d'agir. Et nous devons passer à l'acte. Développer la pharmacopée africaine est l'une des solutions pour mettre fin à ces carnages. Retour en Afrique, où nous avons rendez-vous dans le plus grand centre de recherche agronomique du Kenya. Un endroit sous haute surveillance, car c'est ici que sont développées les semences de demain. Celles qui doivent assurer la sécurité alimentaire de toute cette région du monde. Vous devez mettre ça pour la sécurité. Vous savez, le pollen de ces fleurs, vous pourriez en emmener à l'extérieur. C'est une des choses qu'on veut éviter. C'est juste la procédure. Mais alors, quelles sont ces plantes qui risqueraient de contaminer l'environnement? C'est du coton qui a été transformé par l'introduction d'un gène qui vient d'une bactérie que l'on trouve dans le sol, la Bacillus thuringiensis. En clair, le Kenya procède ici à des expérimentations sur les OGM. Mais au Kenya, et dans presque toute l'Afrique, les OGM ne sont pas autorisés pour l'instant. Alors le docteur Ouatturu espère que ces recherches vont faire évoluer la loi, et pour cela il peut compter sur un soutien de poids. Bill Gates. Bill Gates. Oui, Bill Gates, à travers différents projets et des institutions, a donné de l'argent pour les recherches sur les OGM.
Pour moi, c'est juste en reconnaissance des bénéfices que les OGM peuvent apporter à l'Afrique. La Fondation Gates investit notamment 35 millions d'euros pour développer du maïs transgénique au Kenya et dans d'autres pays africains. Mais les OGM sont un sujet sensible pour Bill Gates. Il ne l'évoque que très rarement et devant un public choisi comme celui du Forum économique de Davos l'an dernier. Êtes-vous pour ou contre les OGM? Alors, ce que fait notre fondation, c'est que nous finançons des partenaires. Certains font du conventionnel et d'autres font du transgénique. Nous finançons des expertises scientifiques en Afrique. Dans 3 ou 4 ans, si tout se passe comme prévu, il y aura des cultures avec des grands bénéfices. Résistance à la sécheresse, par exemple, car les techniques transgéniques font certainement mieux qu'aucune autre. En Afrique, la Fondation Gates n'est pas la seule à tenter d'introduire les OGM. Alors que nous allons partir, le docteur Ouatturu a de la visite. Un homme un peu embarrassé par notre présence. Ils veulent te demander quelque chose. Vous travaillez pour Monsanto? Oui. Monsanto, c'est le leader mondial des OGM. Nous travaillons en partenariat avec la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique et les instituts de recherche au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Par qui? Par la Fondation Gates. La Fondation Gates, partenaire du géant Monsanto pour l'introduction des OGM en Afrique. Étonnant. Car Monsanto n'est pas exactement une entreprise philanthropique. Cette multinationale est le leader très controversé des OGM sur la planète, 90% du marché. Contesté pour son quasi-monopole, ses méthodes et son lobbying agressif. Quelque part en Afrique, nous avons retrouvé ce scientifique qui a longtemps travaillé dans l'industrie des OGM. Anonymement, il nous a fait une révélation surprenante. Les projets en Afrique ont été pensés par certaines personnes chez Monsanto. Et je sais que ce groupe de salariés en question est parti de chez Monsanto et travaille aujourd'hui directement pour la Fondation Gates. Qui, par exemple? Rob Horsch, par exemple. Nous avons un proverbe africain qui dit « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ». Et si cette personne a fait des OGM chez Monsanto pendant les 40 dernières années et qu'il se retrouve maintenant dans la Fondation Gates, que va-t-il faire d'autre? Arrivé de Monsanto en 2007, Rob Horsch est aujourd'hui l'un des bras droits de Bill Gates, directement en charge de l'agriculture et des OGM. Selon nos sources, il serait dans la fondation 5 ex-employés de Monsanto. Cela fait longtemps que Monsanto cherche un moyen de s'introduire sur le marché africain. Maintenant, ils ont trouvé le chemin à travers les nouvelles organisations que la Fondation Gates finance. Nous avons découvert différents liens entre votre fondation et Monsanto. Il y a plusieurs anciens de Monsanto qui travaillent aujourd'hui avec vous, comme Rob Horsch. Vraiment? Ce n'est pas exact? Si, vous avez raison. Rob est un excellent scientifique qui sait comment éviter la famine des paysans. Il y a des intérêts commerciaux pour Monsanto à introduire les OGM en Afrique. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Tout ce que fait Monsanto, ce sont des donations gratuites. C'est sans royalties, sans aucune limite d'utilisation. Aux États-Unis, c'est du business. Ils vendent leurs OGM. Mais là, ils donnent tout le travail qu'ils ont fait sur la résistance à la sécheresse à une organisation en Afrique. Et Monsanto ne gagnera pas d'argent. Cette organisation, qui est basée en Afrique, a été fondée par nous et cherche le meilleur moyen pour les agriculteurs de ne pas mourir de faim, pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique. C'est juste un don gratuit. Et ce sera toujours gratuit? Absolument, pour ce qui est des brevets de résistance à la sécheresse. Alors ces OGM gratuits intéressent-ils vraiment les agriculteurs africains?
Au pied du mont Kenya, Jacob n'a pas d'hésitation. Si la fondation Gates veut vous donner des OGM gratuits, allez-vous les accepter? Non, je ne les accepterai pas. Les seules personnes qui les accepteront seront ceux qui ne savent pas ce que sont exactement les OGM. Je ne peux pas les accepter car de toute façon, je n'ai pas d'argent pour acheter tout le temps des engrais. Pour produire ses patates douces, entretenir ses haricots rouges ou protéger son maïs, Jack n'utilise que des produits naturels et un engrais biologique. C'est moins cher. C'est aussi très bon pour le corps. Et vous le buvez? Oui, oui, et c'est sans danger. Et d'année en année, Jack produit lui-même ses propres semences. Ce sont les meilleures que vous pouvez avoir? Oui, c'est une très belle variété, parfaite. Et on a plein d'autres variétés locales. Que voulez-vous dire à Bill Gates? Parlez à Bill Gates. Je vais te dire franchement, Bill Gates, quoi que tu essaies de faire ou de donner en prétendant que cela va nous aider, eh bien, ça ne nous aidera pas. Nous préférerons avoir autre chose que des OGM qui vont pousser en faisant des ravages, ainsi que contaminer nos propres variétés locales à travers la pollinisation. Nous disons à Bill Gates, s'il te plaît, pour le bien des hommes, ne nous donne pas de semences génétiquement modifiées. Main dans la main, la Fondation Gates et Monsanto mènent une guerre secrète pour les OGM et viennent de remporter leur première victoire. Le gouvernement kényan a autorisé la culture du coton génétiquement modifié, celui de Monsanto bien sûr, et il ne sera pas gratuit. Dans le débat sur les biotechnologies, Bill Gates a clairement choisi son camp. L'année dernière, son organisation a acheté pour près de 20 millions d'euros d'actions Monsanto. Ce qui est encore plus pernicieux, j'allais dire, c'est que là où ça rejoint les conflits d'intérêts, c'est qu'on s'aperçoit aussi que lorsque, et ça c'est encore le Lancet, donc cette revue scientifique qui le dit, lorsque la Fondation Bill et Melinda Gates choisit des programmes à financer, elle préfère financer des programmes qui vont susciter la création de marchés plutôt que d'autres qui vont autonomiser en fait les gens qui ont des problèmes. Et en l'occurrence, on le voit à chaque fois qu'il y a deux solutions, à savoir un remède naturel fabriqué localement par les populations locales et un vaccin qui va être vendu par un grand laboratoire venu de l'extérieur et d'un pays riche en l'occurrence, et ben la Fondation Gates en fait choisit les maladies qui font appel à l'ouverture de marché, à la création de vaccins. Oui, ça on peut être plus précis. Est-ce que juste vous pouvez nous expliquer, c'est qu'en fait c'est contre le paludisme Oui, alors le cas s'est effectivement présenté avec le paludisme, précisément, où effectivement il y a une méthode dont il a été prouvé qu'elle fonctionne, qui est l'artémisia, qui est une plante qui se boit en tisane et qui donc peut être cultivée en fait par les agriculteurs, les petits agriculteurs locaux. Et si c'est bien administré, si c'est bien pris, ça marche vraiment bien, quoi. Et donc maintenant, on a des sujets de thèse, des études qui viennent affirmer, valider ce soin. Et puis on a un vaccin, le Mosquirix, produit par GSK. Et c'est vrai que la Fondation Bill et Melinda Gates, en fait, a utilisé son influence auprès de l'OMS, influence qui est décisive, pour faire en sorte que ce soit plutôt les vaccins qui soient préférés, voire pour que l'artémisia soit interdite. Voilà. Alors, il faut le dire aussi, Bill Gates, il a une idée en tête, c'est le salut du monde viendra par la technologie. Petit à petit, en démontant en fait ce grand mécano, j'en suis venu à m'intéresser de plus en plus en fait à la psychologie de Bill Gates, parce que en fait, je le crois sincère dans sa démarche. Ce qui est peut-être le plus grave en fait constat, parce que ça veut dire qu'il ira jusqu'au bout, il y croit vraiment, il n'est pas dans
dans une démarche de flouer tout le monde. En fait, il est floué lui-même par sa propre obsession. Et effectivement, son obsession, c'est la technologie. Et quand je dis que j'ai essayé de me mettre à sa place et de comprendre sa psychologie, en fait, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a réussi à devenir le maître du monde, si j'ose dire, grâce à la technologie. C'est-à-dire que ce moment où il s'est accaparé un savoir informatique qui en réalité était un patrimoine commun à l'époque et que lui, dont il s'est emparé, il a rendu quelque chose de gratuit, payant à ce moment-là. Et il a eu aussi cette intuition et cette capacité de travail assez incroyable qui ont fait qu'il est passé devant tout le monde et qu'il a construit des monopoles autour de l'informatique. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Comme disait Albert Einstein, on ne peut pas utiliser, pour sortir d'un problème, les mêmes modes de pensée qui ont servi à créer ce problème. Et lui, c'est précisément ce qu'il est en train de faire, et c'est ça qui est vraiment dangereux, quoi. C'est-à-dire que c'est avec quelqu'un comme ça, qui est reconnu par la population très largement comme étant vraiment un exemple de générosité, un génie, comme on l'a vu dans la bande-annonce tout à l'heure. C'est vraiment avec ce genre de personnes qu'on peut être poussé à l'effondrement et de manière accélérée, quoi. Oui, parce que vous l'avez dit, hein, la plupart des financements qui sont faits par la Fondation en Afrique, c'est à but commercial. Il a notamment décidé d'importer l'idée de brevet. Il essaye d'imposer aux États l'idée qu'il faut breveter chaque nouvelle chose qu'importe la Fondation. En fait, il a une stratégie en Afrique qui est double et qui a pour objectif d'imposer les semences commerciales, les semences brevetées, les OGM. Et cette technique, en fait, elle consiste à dire de manière très hypocrite qu'il n'y a aucun problème, les semences libres et paysannes, qu'elles se développent, qu'elles continuent, mais nous, à côté, on va développer des semences commerciales. En réalité, il fait un lobbying très intense auprès des gouvernements africains, et plus ces semences commerciales sont acceptées, en fait, dans ces pays d'Afrique, plus la réglementation devient dure, et plus les semences libres, en fait, sont marginalisées. C'est-à-dire que plus vous avez de semences commerciales, plus les semences paysannes sont difficiles à faire accepter d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'écraser avec une arme juridique les semences libres. Et la deuxième stratégie qu'il emploie en Afrique, et on l'a vu notamment au Malawi, c'est que sa fondation, prétendant aider en fait les petits distributeurs de graines, va en fait les former à la vente de graines commerciales et faire augmenter la proportion de graines, et notamment Monsanto, vendues dans ces endroits-là. Et ça, on le voit, je vais dire chiffre à l'appui, il fait augmenter le chiffre d'affaires de Monsanto dans ces pays-là, quoi. Alors vous dites aussi que ce qui fait qu'il est autant acclamé par les médias, c'est la mainmise qu'il peut avoir sur eux à travers l'argent implanté aussi dans les médias. Moi, ce qui m'a vraiment surpris au début de cette enquête, c'est de voir le peu d'esprit critique qui a été développé à l'encontre de Bill Gates. Ceux qui vont lire ce livre, s'ils voient ensuite le documentaire, encore une fois sous réserve de voir le reste, mais la bande-annonce laisse assez peu de doute, verront quand même qu'il y a un tel abysse entre cette image policée qui nous a été envoyée partout à travers le monde et la réalité. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réagir. Et effectivement, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'il est parvenu ? Il y a quand même un moment qui est vraiment très surprenant. C'est-à-dire que à la fin des années 90, en 98, il a été attaqué par le gouvernement américain parce que il utilisait des abus de position dominante pour imposer en fait son logiciel Internet Explorer et pour mettre Netscape de côté. Et pour ça, il a eu des pratiques très violentes à l'égard d'autres entreprises. Et ça, enfin, quand on est attaqué par le gouvernement américain parce qu'on en fait trop pour le capitalisme, c'est quand même qu'on va vraiment très très loin dans l'aspect sauvage du capitalisme. Mais ça a été un procès. Ici, en fait, on est passé un peu à côté. Et c'est pour ça aussi qu'il y a encore cette image édulcorée de Bill Gates. Et là-bas, en fait, ça a été retransmis partout. Et les gens suivaient. Ils étaient devant leur télé et ils voyaient Bill Gates face au juge.
Et il y a eu de grands silences très éloquents de Bill Gates parce qu'il y a un moment, on a beau être un génie, un surdoué, lorsqu'on est pris la main dans le pot de confiture, on ne peut plus... Des gens qui croient qu'il est aussi un génie technologiquement, à l'informatique et tout ça, et malheureusement, je ne peux pas être d'accord sur ça. Donc il a construit sa fortune avec l'habilité marketing, mais sûrement pas pour la qualité de ses produits. Bill Gates le sait, les parts de marché ne se gagnent pas seulement grâce à la qualité de ses produits. Pour vendre Microsoft, il parcourt le monde, va à la rencontre des chefs d'État, des ministres. Il distille ses conseils de VRP visionnaire ou propose son aide pour les écoles. Aujourd'hui, cette réussite insolente se retourne contre son héros. Plus sérieux que les tartes à la crème d'un provocateur belge, Bill Gates doit affronter la justice américaine qui défie son empire. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ça se passait en 98. Donc, Bill Gates avait cette image en fait de prédateur économique qu'il était et qu'il est toujours. À grand renfort de logiciels, pas forcément pour le bien du consommateur. Pour gagner beaucoup d'argent, il y a deux façons dans ces domaines-là. Soit gagner des nouvelles parts des marchés, mais si vous êtes un monopole, vous avez déjà toutes les parts des marchés, donc ça ne marche pas. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revendre la même chose aux mêmes personnes le plus souvent possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les convaincre que la nouvelle version est absolument merveilleuse et inévitable, et il faut la remplacer systématiquement. C'est justement ce que lui reproche aujourd'hui la justice américaine. Et en 2000, il devient l'homme le plus généreux du monde. Et il fait la couverture de grands magazines américains, etc. On dit « Waouh, c'est incroyable, il va donner toute sa fortune. » Donc on a vu que ce n'était pas vrai. Donc moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est comment c'est possible de faire un inversement d'image à ce point-là et de le faire aussi vite. Bill Gates s'est servi de plusieurs choses, mais je crois que la chose la plus intéressante à analyser, en fait, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'il distribue tellement d'argent que quand les problèmes sont là, on les tait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il faut savoir aussi que dans la fondation Bill et Melinda Gates, il y a un budget communication qui est carrément colossal, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la fondation est aussi puissante qu'un pays, par exemple? Elle est plus puissante que beaucoup de pays, en réalité. Bill Gates, en tout cas, pour ne pas le confondre avec sa fondation, Bill Gates est plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que quand c'est ça, c'est-à-dire que le continent est un terrain de jeu, quoi, pour lui. Dans bien des domaines, et notamment santé, agriculture, le budget de la fondation est devant le budget d'aide de bien des pays. Et ça, en fait, on en constate les effets, notamment à l'OMS, où étant l'un des plus gros donateurs, il a aussi la main sur des décisions vraiment importantes. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, sur des décisions importantes et sur des axes stratégiques qui sont pris par l'OMS. Donc, ça signifie un problème démocratique. Cette pratique du philanthrocapitalisme permet, en fait, à un multimilliardaire de prendre la main sur des questions telles que l'environnement, la protection de l'environnement et la santé. What have you learned about family planning on this trip? Well, family planning is just absolutely critically important. And the women, when you talk to them, they're so articulate about what they would like to have for family planning and the incredible stockouts that they experience when they come to a health facility like this. When you think about 200 million women that would like to have access to some sort of family planning tool, and they don't. And then you hear about the ramifications for their family because they want to plan, they want to educate their children. So we really got to be able to integrate family planning into all the other health services so it's very easy for women to access. By their continuing stay-at-home orders, even with COVID deaths in their states relatively low, they invariably regurgitate the same justification. We're going to do the right thing, not judged by politics, not judged by protest, but by science. Not to be a broken record, but we're looking at data. We have to make the best informed decisions based on data and science with the information we have. Well, that sounds good, but are they actually listening to the science? And is the science even settled? Projet, donc troisième élément, j'en avais parlé, projet eugéniste. Et je vous cite un petit texte que j'aime bien,
qui est, je trouve, un des meilleurs petits livres qu'on ait écrit sur le transhumanisme, par un philosophe qui est un philosophe tout à fait intelligent et talentueux, Gilbert Hautois, philosophe belge, et qui a écrit un petit livre donc, qui s'appelle, en parodiant un livre de Sartre, une conférence de Sartre, « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» Et oui, il répond que oui, il peut l'être un humanisme, et justement dans cette tradition de Condorcet. Et il revendique en effet l'eugénisme. Alors là encore, dès qu'on dit eugénisme en France, on pense à Hitler, mais c'est complètement idiot, c'est absurde, c'est un réflexe de Pavlov débile. Il ne s'agit absolument pas d'eugénisme hitlérien, et Hautois, justement Gilbert Hautois, s'attache à démontrer, à mettre en évidence les différences entre l'eugénisme que revendiquent les transhumanistes et puis l'eugénisme qui était celui des années 30 et notamment des nazis. Je vous cite le texte. L'eugénisme raciste n'avait aucune base scientifique. Il niait l'égalité essentielle des personnes. Il ne respectait pas l'autonomie des parents. C'était un eugénisme d'État. La question de l'eugénisme est à reconsidérer aujourd'hui en affirmant la liberté individuelle et parentale. Vous voyez ce que ça veut dire, liberté individuelle et parentale, c'est la liberté des parents d'augmenter leur enfant, si je puis dire. Ce qui pose, il y a beaucoup de problèmes, on va y revenir avec Habermas, mais c'est ça l'idée. L'égale dignité des personnes et le souci fondamental de corriger les inégalités contingentes naturelles. J'y reviens, il s'agit de lutter pas simplement contre les inégalités sociales, mais contre l'inégalité de la loterie génétique qui distribue les inconvénients et les avantages génétiques de manière totalement inégalitaire et aveugle. Jusqu'ici, en effet, écrit-il, la justice redistributive s'est limitée à l'exigence d'un rééquilibrage compensatoire des diverses inégalités. D'une part, les inégalités dues à la loterie sociale, y compris la lutte contre les discriminations de sexe, de genre, d'ethnie, de race, de religion. D'autre part, les inégalités causées par la loterie naturelle, santé, dons, etc. Mais on le faisait sans pouvoir intervenir dans cette dernière, c'est-à-dire dans les inégalités naturelles. Jusqu'ici, on a procédé de manière externe, par compensation pécuniaire, soins gratuits, enseignement spécial, etc. La génétique devrait apporter la possibilité croissante de corriger les inégalités naturelles elles-mêmes, soit en les prévenant, eugénisme négatif, soit par thérapie génique ou eugénique positive. Il s'agira alors de parvenir de passer de la redistribution de ressources purement sociales à la redistribution de ressources naturelles, en bref, les gènes. Tout ceci reste certes très spéculatif encore, mais la question se posera de plus en plus et elle se posera très vite. Peut-on, doit-on intervenir au nom de la justice et de l'égalité des chances dans la loterie naturelle? Je relis la dernière phrase parce qu'elle est parfaite. Peut-on, doit-on intervenir au nom de la justice et de l'égalité des chances dans la loterie naturelle? Donc ça n'a rien à voir avec l'eugénisme hitlérien. Et c'est une vraie question. On peut répondre oui, on peut répondre non, on peut discuter. Les bioconservateurs sont absolument contre. Ce sera tout l'argument de Fukuyama et de Sandel. Surtout, il est absolument interdit, selon eux, d'intervenir dans les inégalités pour corriger les inégalités naturelles. En clair, d'intervenir dans le génome pour corriger les inégalités naturelles. Les transhumanistes disent mais c'est absurde, il faut absolument le faire. Si on peut corriger dans l'embryon la Corée d'Huntington, faisons-le. Et donc on a là un débat qui s'ouvre. Est-ce qu'on a le droit de modifier le génome humain? C'est ça le vrai débat. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec Hitler. Et donc il faut cesser ce réflexe de Pavlov absolument débile qui consiste à dire « Ah, eugénisme, alors forcément c'est Gobineau, c'est Hitler, c'est les théories raciales les plus atroces des années 30. » Ça n'a rien à voir avec ça, c'est exactement le contraire. Donc on a là un nouvel eugénisme égalitariste et démocratique. Ouais, bon, donc on peut être contre, mais on ne peut pas dire que c'est Hitler.